Fête nationale en honneur Jean-Jacques Dessalines. Merci en pile parce que on y est là. Je m'appelle Bill O'Neill, je suis l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti pour les Nations Unies. Je vais faire quelques remarques et après on aura le temps pour les questions. Il y a approximativement une année, j'étais ici devant vous pour dépeindre le sombre tableau de la situation des droits humains en Haïti. Je fais le triste constat que tous les indicateurs restent extrêmement préoccupants. Le premier et le plus inquiétant, celui de l'insécurité. Malgré un embargo international, les armes et munitions continuent d'être acheminées illégalement dans le pays, permettant aux gangs de mener des attaques de grande ampleur et d'étendre leur contrôle et leur influence sur de nouveaux territoires. Lors de ma visite dans le sud, au Caille et à Jérémie, j'ai pu constater que des zones encore non affectées par la violence des gangs subissent leur impact direct avec une inflation galopante, manque de produits de première nécessité et des flux de déplacés internes qui accroissent encore la vulnérabilité des populations, en particulier celle des enfants et des femmes. Les conséquences des droits humains et humanitaires sont dramatiques. La police nationale d'Haïti manque de capacités logistiques et techniques pour contrer les gangs. Je cite quelqu'un qui dit « La situation frise l'impossible. Nous devons apprendre à marcher sur l'eau », a déclaré un policier du commissariat de Jérémie. La mission multinationale d'appui à la sécurité, le MMAS, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023, n'a pour le moment déployé que moins d'un quart de son effectif prévu. Le matériel reçu est inadapté et les ressources sont insuffisantes. En attendant, la population continue de souffrir de la violation de tous ses droits humains. Les violences sexuelles utilisées comme armes par des gangs pour contrôler la population ont drastiquement augmenté ces derniers mois. Les gangs se livrent de manière croissante à la traite des enfants, au recrutement forcé et les utilisent souvent pour mener les attaques contre les institutions publiques et les opérations de police. Les jeunes perdent l'espoir d'un avenir meilleur. Au cours de ma visite, j'ai rencontré des jeunes Haïtiens, anciens membres de gangs, qui m'ont dit d'avoir l'impression d'être pris en otage. L'un d'eux a déclaré, et je cite, « Quand la faim vous prend au ventre, vous ne pouvez penser à rien d'autre, pas même à la peur. » Lorsqu'on leur demande ce à quoi ils aspirent, ils évoquent une vie normale, un travail, la scolarisation des enfants, de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Grâce au soutien d'une organisation de la société civile, ils ont réussi à quitter ces trois jeunes, le gang, et ils ont maintenant un emploi. Ces organisations se substituent souvent à l'État pour fournir des besoins de base à la population qui manque de tout. C'est notamment le cas dans les quartiers contrôlés par les gangs, mais aussi dans les camps de déplacés et dans les prisons, là où l'État devrait justement tout mettre en œuvre pour protéger les plus vulnérables. À ce jour, seuls 28% des services de santé fonctionnent normalement en Haïti. 28%. Et près de 5 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë. Au camp de personnes déplacées Mission Église de Dieu la Conquête, nous avons parlé avec une petite fille anémique qui n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle passait ses journées assise à même le sol, dans une chaleur étouffante, en attendant de rentrer chez elle. Elle n'était pas allée à l'école depuis plus d'1 an. Comme le sien, les témoignages de personnes déplacées indiquent que leur seul souhait est de revenir chez elles. Au moins pour vivre comme avant, ils ont dit. Il y a actuellement au moins 7000 personnes déplacées en Haïti. 7000
700 000 personnes déplacées en Haïti. 700 000. Plus de la moitié sont des enfants. Que puis-je vous dire sur les prisons? En dehors Port-au-Prince, la situation est encore pire qu'il y a un an. Dans le sud du pays, à la prison d'Écaille, il y a 853 détenus pour une capacité totale de 200 personnes. Donc, c'est 4 fois surchargé. À la prison de Jérémie, il y a 470 détenus pour une capacité de 50. Ça veut dire 9 fois surchargé. Ils dorment sur les sols inondés d'eau, de pluie et jonchés d'immondices. Ils restent parfois plusieurs jours sans manger. Plusieurs dizaines de détenus sont morts dans ces conditions cette année. Au moins 84% d'entre eux sont en détention préventive prolongée. 84%. Je salue les efforts du Premier ministre pour faire de la lutte contre la corruption une priorité. La corruption ronge le système à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique et dans tous les secteurs, au premier rang desquels la justice. Les moyens existent, mais ils sont souvent mal utilisés, ce qui est favorisé par une impunité quasi totale. Sur 94 enquêtes menées par l'unité anticorruption au cours des 20 dernières années, une seule sur 94 a abouti à une condamnation à ce jour. L'engagement des autorités à mettre en place des pôles judiciaires spécialisés pour lutter contre la corruption et les crimes de masse, y compris les violences sexuelles, sera déterminant pour remédier efficacement à cette situation. Les solutions sont là et elles existent déjà, mais les efforts doivent être redoublés immédiatement. Il s'agit d'une part de responsabiliser l'État en luttant contre la corruption et la mauvaise gouvernance qui continue de plonger le pays dans une crise humanitaire sans précédent. D'autre part, il est crucial d'étouffer des gangs en donnant à la mission multinationale d'appui à la sécurité les moyens d'être efficace pour soutenir les opérations de la police nationale d'Haïti, ainsi pour mettre en œuvre les autres mesures prévues par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment le régime de sanctions et l'embargo ciblé sur les armes. Il faut cesser cette agonie qui perdure. C'est une course contre la montre. Il y a des missions des Nations Unies qui ont eu de bons succès ailleurs, et même, j'insiste, MINUSTAH a fait de très bonnes choses aussi. Elle a fait de mauvaises choses, c'est sûr, le choléra, l'abus sexuel, mais si vous parlez avec les gens dans les bidonvilles, et j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, ils veulent avoir une force internationale efficace, c'est ça, efficace, pour faire face aux gangs. Sur la question militaire, pas militaire, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un expert, mais je parle avec les experts. Ils m'ont dit que les gangs ici ne sont pas comme Al-Qaïda, Taliban, Al-Shabaab. Les gens en Somalie, ils ont des vestes suicidaires, ils ont des explosifs de distance quand la voiture passe. Bon, on saute. Les gangs ici ne sont pas comme ça. Ce n'est pas la même chose. Oui, ils sont forts, oui, ils ont des armes, mais ce sont la moitié des enfants. Ce sont des enfants qui sont les gangs, sans aucune formation professionnelle, sans aucune idéologie. Donc je crois que, pour moi, c'est mon opinion personnelle encore, le problème est qu'on n'a pas implémenté le plan. Le plan est assez bon, à mon avis. Mais il a dit aussi qu'il y a beaucoup de problèmes. Et il a cité le problème que j'ai cité aussi, manque d'effectifs, manque de police nationale. Il admire, et moi aussi, j'admire le courage de la police nationale qui reste, qui risque leur vie chaque jour. Et c'est pas pour le salaire, c'est pas pour les conditions de travail. Les deux sont pas bons, mais ils sont là toujours. C'est un miracle. Je les admire beaucoup, mais il en faut encore des effectifs. C'est de bonnes nouvelles. Je crois, on a reçu, d'après le directeur général Ramon Omil,
700 nouveaux cadets à l'Académie de la police. Parce qu'on a libéré ça aussi, c'est important. C'est un coin qui ont été libérés d'une gang. L'Académie policière à Tabar, aux Frères, pardon, on peut avoir des nouvelles enrôlées dans des classes pour renforcer. Donc, je crois, bon, je suis sur la même ligne de Premier ministre et je serai à New York lundi matin. Il y a une grande réunion lundi matin aux Nations Unies, au siège, convoqué par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Premier ministre d'Haïti, Gary Coney. Il y a beaucoup de monde là-bas, dans cette salle-là, lundi matin. Et je ne sais pas ce qu'il va dire, mais j'imagine le Premier ministre va faire une plaidoirie pour donner ce qu'il faut, parce qu'il faut beaucoup de choses ici. Mais on a du progrès, c'est vrai. On a commencé avec un nettoyage dans l'administration publique pour attaquer à la corruption, de trouver, on dit les employés, les employés zombies qui ne viennent pas, mais ils sont toujours payés. Il faut éliminer ça. Donc, il essaie de faire des choses, mais il y a tellement de choses à faire. Mais comme j'ai discuté avec lui, il a dit tout, il faut faire tout, tout est lié, mais il faut commencer quelque part. Le problème, c'est l'insécurité. L'insécurité, c'est le plus grand problème. Je répète tout le temps ça. Et il est d'accord. Il est d'accord. L'insécurité, c'est le problème majeur du pays. Et dès qu'on n'a pas, j'imagine, à New York, si je ne peux pas sortir de ma maison en pensant que peut-être il y a un gang qui va me tuer, ou si je vais à l'église ou à mon médecin, je peux revenir peut-être, je ne peux pas revenir, peut-être quelqu'un m'a kidnappé, tout s'arrête, tout s'arrête. Donc c'est sans ça, il n'y a pas une vie possible. Et le Premier ministre est vraiment conscient de ça. Sur le papier, le plan est bon. 2500, à mon avis, encore personnellement, je voudrais encore un peu petit plus, peut-être 3000, mais c'est pas grand-chose. 2500, mais avec ce qu'il faut, avec la réalité ici dans les bidonvilles. Il y a des petites rues, il y a beaucoup de monde très coincé. Si on a, comme j'ai dit, la capacité aérienne de survoler les barrières, on a la police qui peut fonctionner dans un milieu urbain, à côté ou derrière la police nationale qui a perdu beaucoup d'effectifs eux-mêmes. Ça peut arriver à la fin, parce que je crois que les gangs, c'est à vous, ce que nous avons appris, les gangs n'ont aucune popularité avec la population. Ce n'est pas une question idéologique qu'ils veulent une nouvelle Haïti. Non, ce sont des bandits, des criminels. Je suis moitié italien de part de ma mère. J'ai travaillé en Italie, je connais un peu la question 'ndrangheta, c'est la mafia à Calabre. C'est toute une entreprise criminelle. Et je vois beaucoup de similarités entre 'ndrangheta et les gangs ici. C'est l'extorsion, les taxes, les impôts, on contrôle les routes, on contrôle l'arrivée, les sorties, on prend l'argent, mais il n'y a pas une vision de changer l'État ou de changer les choses ici. Donc, je crois, le moment donné où les gangs ne peuvent plus avoir l'argent, les munitions, les armes, c'est fini. C'est fini. Donc, avec, comme j'ai dit, ces trois axes, force militaire, sanctions, embargo, avec beaucoup d'assistance humanitaire au peuple qui souffre, dès qu'il est possible d'aller à Cité Boston, à Martissan, à Carrefour, à Tabar, on peut y aller avec des programmes, des projets pour les jeunes, parce qu'on a cité ces trois jeunes. C'est très monitorat. Ils nous ont dit, quand on a faim, on pense à rien d'autre. Donc, le type de gang, il donne un repas chaud chaque jour, quelques gourdes, une arme, voilà. Il n'avait aucun autre choix. Mais si vous donnez un choix à ce jeune-là, on n'aura plus de gang ici. Donc, je crois, sur le papier, sur la planification, on a une assez robuste réponse. Le problème, encore une fois, on n'avait pas donné les ressources nécessaires pour faire marcher ces trois volets. On va avoir une rencontre à New York le 37 septembre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. On va discuter le renouvellement de la MMAS qui va finir le 3 octobre.
parce que ça date de 3 octobre dernier. C'est un mandat pour 1 an. Donc 3 octobre 24, il faut renouveler ou pas, ou autre chose. Donc on va voir, je ne sais pas comment ça va être réglé, voté. C'est une opinion personnelle à moi. Je crois qu'on va renouveler le MMAS encore pour 1 an. La discussion pour une transformation en opération maintien de la paix, aucune idée. Je ne sais pas s'il va être décidé cette fois ou pas, ou reporté un peu, mais je ne peux pas deviner, je n'ai pas une balle magique qui prédit l'avenir, mais je crois qu'on va au moins renouveler le mandat de cette mission, parce que cette mission a à peine 3 mois d'activité. Ils ont commencé quand? Fin juin, ça fait juillet, août, septembre, sur 12. 9 mois, rien. En octobre dernier jusqu'au juin, rien. Et une grande raison pour cela était la crise ici, fin février, mars, avril, mai, juin, où même l'aéroport n'était pas fonctionnel. Donc je crois qu'on n'a pas donné assez d'opportunités de voir avec, comme j'ai dit encore, 20% d'effectifs sans l'équipement nécessaire. C'est un peu prématuré de juger c'est bon, c'est mauvais. Voilà. À mon avis, c'est un avis personnel, pas des Nations Unies, c'est moi, Bill O'Neill, qui dit ça. Mais on va voir. On attend le 30 septembre. On aura une décision. Il y a toutes sortes de personnes dans les camps, dans les sites. On n'a pas parlé avec les journalistes, de ma connaissance, mais on peut faire un suivi. Et ici, normalement, dans mon mandat, et j'ai déjà parlé avec les journalistes sur la question grave, la sécurité surtout. Il y a ce que nous pouvons faire la plaidoirie pour la liberté de la presse. On a déjà rencontré plusieurs fois les associations de journalistes, les femmes aussi. Elle nous a beaucoup donné des informations sur les difficultés, surtout pour les femmes journalistes, qui sont menacées, harcelées, c'est terrible. Dans les camps eux-mêmes, je dois dire, la situation, c'est incroyable, c'est pas humain. On ne mange pas, l'eau n'est pas suffisante, il dort quand il pleut, le petit drap au-dessous qu'ils dorment sont inondés. Comme j'ai dit, on a rencontré une petite fille qui n'a pas mangé, j'ai rencontré un adulte qui a diabète. Elle n'a pas d'insuline, on ne trouve pas. Donc on a toutes sortes de problèmes, mais si vous avez des informations spécifiques sur des journalistes dans ces situations, passez à nous et on va faire un suivi. There has been progress. I would not say it's substantial or significant, but there's been progress. I was talking to a physician the other day who's so frustrated that he lacks everything and he wants the force to do more, the MSS, and that's understandable. When should I stop? Tell me. Are you going to translate? You can translate. Okay. Okay. Should I continue? Yeah. Okay. And I asked him, okay, doctor, he's a surgeon. I said, if you had 20% of the staff you need in your operating room, 20% of the normal, if you had not the equipment you really need to perform the operation, what do you think the chances are for the patient? Probably not very good. So I think the same situation holds for the force. They're not even barely at 20%. The Haitian National Police has lost even more. Despite that, and no helicopters, not enough vehicles that work properly in this kind of environment, drones that don't work in terms of communicating what people are seeing with the people on the ground. They have had some success despite that. It's remarkable, actually. And they've lost people. The Haitian police are incredibly brave and courageous. They're dying on the job, wounded. They have retaken parts of downtown that had been in the gang-controlled areas. That's important also symbolically, because those are important institutions near the National Palace. Okay? Okay, I'll continue. And that's good. They've had a few operations a little bit outside town, in Gressier and near Font Parisien, that have stopped gangs momentarily. The problem is they weren't able to hold. They were able to get there, gangs ran away, they stayed,
but they don't have a forward operating base, and they had to come back, and when they came back, the gangs re-entered. So there have been some successes, some reconquering of territory, but not nearly enough to make what I would call a meaningful difference in the overall security situation in the country. And that's not their fault. I want to underscore that. That's not their fault. They're doing amazing work with what they have. Merci. Sur le plan international, j'ai déjà parlé, je crois qu'il faut trouver des ressources, beaucoup plus de soutien pour les actions déjà décidées par le Conseil de sécurité. Ça veut dire la force, les sanctions contre les hommes en cravate, je n'ai pas de cravate aujourd'hui, mais les hommes en cravate derrière les gangs qui financent, qui soutiennent. Et troisième, embargo sur les armes qui viennent des États-Unis. Si on vraiment fait marcher ces trois volets, ça va être très efficace avec la vraie force, avec l'effectif. Exiger les hélicoptères, des drones, des véhicules appropriés au terrain ici en Haïti. Deuxième, sanctions contre les politiciens, les hommes d'affaires et femmes d'affaires qui sont derrière les gangs, et embargo sur les gangs. Mais ici en Haïti, ce qu'il faut faire, on a perdu beaucoup de temps l'année dernière, depuis novembre, ma dernière visite, avec ces 3-4 mois où le pays était totalement pris en otage par les gangs. Je veux dire, l'éruption de 29 février jusqu'au commencement juin, fin mai. Pendant ces 3 mois-là, l'aéroport fermé, le port maritime fermé, pas d'arrivée de la force, l'ex-premier ministre ne pouvait même pas revenir, donc c'était dramatique. Et pendant ce temps-là, je crois que les gangs se sont renforcés de leur capacité dans tous les sens. Donc on a perdu beaucoup de temps. Donc on a un nouveau gouvernement maintenant, avec un nouveau Premier ministre. J'ai rencontré le Premier ministre. Ma première journée ici, on a rencontré le Premier ministre Gary Coney à son bureau. Il est vraiment déterminé, motivé, il comprend très bien les problèmes. Il veut faire quelque chose. Il a la bonne volonté. Et je crois beaucoup de son équipe ont cette même volonté, mais quand même, il y a des problèmes de base très difficiles, compliqués, pour faire face aux problèmes ici. Question de ressources aussi locales, les impôts, le contrebande qui arrive dans le week-end, qui vraiment, c'est une perte aux ressources pour le Trésor national, le contrôle des employés, la corruption, le manque de suivi des gens qui doivent faire le travail. On a rencontré le ministère des Affaires étrangères, elle nous a dit, sur le papier, il y a 20 véhicules. 20 véhicules pour ce ministère, on ne pouvait pas trouver que 2. Où sont les 18? Bon, et un des 2 sont en panne. Donc, dans chaque ministère, il y a des réalités comme ça. Donc, pour faire face à ça, ça va prendre du temps, de volonté, de discipline. Je suis très confiant que cette équipe-là va faire quelque chose, mais ça prend du temps. Mais la question primordiale, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça la raison pour laquelle j'insiste. Il faut vraiment lutter contre la violence à travers des moyens déjà identifiés et renforcer la police nationale. Qui est tombé, dans ma dernière visite, j'ai rencontré le chef, il m'a dit, on est à 9000. La semaine dernière, on a rencontré Ramon Amil, le nouveau directeur général de la PNH. En principe, peut-être il y a 7000 maintenant. 7000 pour 11 millions. Imaginez. J'habite à New York. Nous avons 8 millions habitants. Nous avons 38 000 policiers pour 8 000. Vous faites le math, le calcul. Ici, 11 millions de population, 7 000 policiers. C'est impossible. À Jérémy, il nous a dit, pour toute la grandance, on a 250 policiers. Pour toute la grandance, 250. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je réponds en français parce que c'est plus vite, plus facile pour moi, si vous me permettez. Oui, le rôle des Nations Unies, c'est d'encourager les États membres de fournir ce qu'il faut pour aider le peuple haïtien. On a les agences onusiennes qui jouent un rôle déjà très très fort dans le pays. Au CAI, on a vu
la présence des différentes agences des Nations Unies, aussi des agences internationales comme MSF, la Médecins sans frontières. Ils sont là sur le plan humanitaire, déjà. Ils font beaucoup de choses. Mais le problème, souvent, c'est l'argent. Vous connaissez probablement que la famille onusienne concernant l'humanitaire a plaidé pour une contribution de 648 millions de dollars pour l'aide humanitaire en Haïti. On n'est qu'à peut-être à 30% de ce chiffre. Pour le MSS, comme j'ai dit, on est au quart, même pas. Sur 2500, ils ont 400. C'est même pas 25%. Le problème là aussi, c'est l'argent. Dans le Trust Fund, le fonds pour financer cette force, il n'y a qu'une petite portion de ce qu'il faut. Le secrétaire général l'autre jour était très fâché. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et il avait raison. Je suis fâché. J'imagine les Haïtiens sont fâchés. Il faut encourager les pays membres de fournir tout ce qu'il faut pour donner une possibilité d'aller à l'aide urgente pour le peuple haïtien. Ça veut dire la force internationale, l'aide humanitaire et aussi l'attention. C'est difficile ces jours-ci de trouver l'espace pour Haïti dans le discours international. Je dois constater, je suis basé à New York, c'est tout le temps Gaza, Ukraine, Soudan, maintenant Liban. C'est difficile des fois d'attirer l'attention sur Haïti. Mais il faut continuer, lutter, combattre, encourager. Et c'est ça, je crois, le plus grand défi, c'est le manque de ressources.